prêt? Oui. Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il y a une interpellation sur l'éducation, mais juste avant, je veux glisser un mot sur une situation très grave qui est en train de se passer à Montréal. Il y a plusieurs stations de métro qui sont arrêtées, qui sont suspendues de façon indéfinie. Donc, on ne sait pas ça va durer combien de temps. Donc, face à cette situation-là, mes collègues Gabriel Nadeau-Dubois et Alexandre Leduc vont aller à ces stations-là, sont en route en ce moment pour constater la situation, puis aussi s'adresser aux médias. Donc, c'est une situation qui nous inquiète grandement. Vous savez à quel point Québec solidaire, le transport en commun est important pour nous. Maintenant, comme vous le voyez, je suis entourée de profs aussi, de parents en matière d'éducation. Aujourd'hui, l'interpellation va durer comme 2 heures où est-ce qu'on va questionner le ministre. Et donc, on va en profiter. J'espère que le ministre Bernard Drinville est à l'écoute. Hier, j'ai interpellé la vérificatrice générale du Québec pour lui demander d'ouvrir les livres des écoles privées subventionnées. On a appris quelque chose d'incroyable, d'inacceptable. Une école privée de Laval s'achète des forêts, paye des chalets à ses cadres, donne un salaire mirobolant, plus important que celui du premier ministre, et tout ça avec de l'argent public, puisqu'elle est subventionnée à au moins 60 C'est quand même notre argent, c'est l'argent des Québécois, c'est une question de reddition de comptes. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas répondues. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on finance des chalets à des écoles privées, bien, on a des coupures dans les services publics, notamment en éducation. Vous savez, Québec solidaire, on a ouvert un site où on demande aux gens, puis je continue aussi à le demander, de témoigner d'exemples de coupures. Ça s'appelle servicecoupé.com et je commence à recevoir des témoignages, même aussi dans une école secondaire dans mon comté, de plusieurs services. Il y a des budgets coupés de moitié. Il y a même une école à Matane que la CAQ menace simplement de fermer. Il y a des postes qui sont supprimés et des mesures alimentaires aussi qui sont fermées. Donc, j'enquête là-dessus. Et l'exemple le plus récent, celui qu'on a entendu parler cette semaine, c'est la fermeture de classes de cheminement particulier. J'ai les profs ici qui vont vous en parler beaucoup mieux que moi. Et en plus, ce matin, on apprend que c'est pas juste à la CSSDM, c'est des profs de Montréal, mais un petit peu partout. Donc, c'est très inquiétant, c'est inacceptable. Donc, je vais laisser la parole à Ismaël pour commencer. Oui. Alors, bonjour. Je m'appelle Ismaël Sek, je suis enseignant en classe CPF, en cheminement particulier de formation au secondaire et comme mes collègues ici présents, je suis inquiet en fait parce le CSSDM a décidé de changer les critères en fait d'accès aux classes CPF et ça cause une fermeture en fait des classes CPF et ça vient en fait rendre moins accessible un service essentiel pour des élèves qui sont vulnérables. Alors, à quoi ça sert une classe CPF et qu'est-ce que c'est concrètement? Bien, imaginez un élève au primaire qui a 60 en français et 35 en mathématiques. Est-ce qu'on l'envoie au régulier ou est-ce qu'on l'envoie dans une classe plus petite avec un enseignant, une enseignante spécialisée pour répondre à ses besoins? Bien, actuellement, il irait dans une classe CPF où justement, il y aurait une enseignante ou un enseignant en adaptation scolaire spécialisé pour répondre à ses besoins et aussi une classe plus petite de 20 personnes. Alors, ça permet d'avoir un rapport plus personnalisé pour aider des jeunes qui ont des difficultés pédagogiques, mais parfois aussi des difficultés de vie. Et on a beaucoup de témoignages d'élèves que si ce n'était pas de ces classes-là, ils n'auraient pas diplômé, ils n'auraient pas eu leur diplôme d'études secondaire 5. Alors, l'impact de ce changement de critères-là, ça fait en sorte que des élèves comme ça qui seraient en difficulté dans une matière, par exemple, en 35 à 30 en mathématiques et à 60 en français, iraient directement au régulier, d'accord? Et on a fait la grève pendant 22 jours sur l'enjeu de la composition de la classe. On est directement là. Si on envoie les élèves dans une classe où ils ne reçoivent pas les services adéquats, ça a un impact sur eux, ça a un impact sur les parents, ça a un impact sur les profs aussi, sur la rétention du personnel. Alors, ça a un impact sur tout le monde et il faut faire quelque chose et c'est pour ça qu'on est là. On a une pétition de 900 personnes, 900 profs, 900 parents aussi, ensemble, qui disent que ça n'a pas de bon sens et on est très, très inquiets. Puis moi, la question que j'ai envie de poser à Bernard Drinville, c'est quoi la réussite? Parce que quand un élève a 35 en maths et 60 en français, est-ce qu'il est vraiment en réussite? Et quel est le meilleur service pour cet élève-là? Pour certains, ça va être les classes régulières,
mais pour d'autres, ça va être les classes CPF, et c'est pour ça qu'elles ne doivent pas disparaître. Et il y a beaucoup d'autres conséquences, et je vais céder ma parole à ma collègue Amélie Chouka, qui va vous parler des classes ordinaires. Donc, bonjour, Chouka, enseignante de français en classe ordinaire à Montréal. Donc, déjà, ça, c'est le parcours du combattant. En classe ordinaire, en ce moment, on a une intégration massive d'élèves qui arrivent avec des difficultés. Donc, moi, ce que le centre de service nous dit, c'est qu'un élève à 35 c'est un élève en réussite, comme on a mentionné. Mais dans ma classe, il n'est pas en réussite à 35 puis j'ai pas de moyens. On n'a pas ajouté de ressources. Il en manquait déjà, puis là, on reçoit ces élèves-là sans ressources supplémentaires, sans soutien. On ne sait plus comment aider nos élèves. C'est pour ça que, à forte majorité dans les écoles secondaires, on a signé là, avec des majorités de 80 à 100 les profs. Là. Donc, ceux qui connaissent le nom des élèves sur le terrain demandent à M. Drainville d'agir, d'intervenir auprès du centre de service. Nous, on a été les rencontrer, ils nous ont sorti la même cassette, comme quoi il y avait une augmentation de classe. Mais ça, c'est au primaire, c'est pas au secondaire. Au secondaire, on ferme des classes, littéralement, des élèves dans le besoin. Puis, ben c'est ça. Après 22 jours de grève où on parlait de la composition de la classe, on s'attendait à avoir un petit peu plus d'écoute, mais malheureusement, c'est pas ça. Fait qu'on se retrouve à devoir demander à notre ministre d'agir. Merci. OK, donc, bonjour. Moi, c'est Simon Chavary, puis je suis là en qualité de parent du petit, pas trop petit, Félix Chavary, qui est présentement en secondaire 3. Puis si je suis là, c'est pour, en fait, mettre un visage, un nom sur cette réalité-là là, qui est en train de changer profondément. Mon fils entrait à la fin de la 6e année dans la catégorie évoquée par Ismaël, à savoir en échec dans une des deux matières. Et à l'époque, il y a eu grand bien lui en face accès au cheminement au CPF, à classe CPF, secondaire 1, secondaire 2. Et aujourd'hui, en secondaire 3, il est entré au régulier. Je ne peux pas imaginer qu'il puisse entrer au régulier en secondaire 3 aujourd'hui s'il n'avait pas bénéficié de l'encadrement resserré du fait qu'il s'agit d'une classe à effectif réduit, c'est-à-dire il y a moins d'étudiants, d'élèves dans la classe. Je ne peux pas imaginer s'il n'avait pas eu droit à ces services-là en secondaire 1 puis en secondaire 2 qu'il serait capable de s'en tirer comme il s'en tire aujourd'hui au régulier en secondaire 3. Et il est exactement dans cette catégorie-là. En fonction des nouveaux critères qu'ils veulent appliquer, il n'aurait pas eu droit au cheminement particulier. Puis je pense qu'au-delà des colonnes de chiffres, des pourcentages qu'évoque, par exemple, le Centre de services scolaires de Montréal ou d'ailleurs, ce sont des enfants, ce sont des adolescents, ce sont des individus avec des capacités, des réalités très particulières et spécifiques. Mon garçon en est une, mais comme ça, il y en a des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'autres. Puis c'est du monde qui vont passer à la trappe. Puis je veux dire, ils ne rendent pas service non plus dans les classes du régulier s'ils ne passent pas par le cheminement particulier. Ils compliquent la tâche de l'enseignant, mais ils compliquent aussi les conditions d'apprentissage des autres élèves. Fait que pour lui, de son propre aveu, ça a été salvateur de passer par là. Fait que je pense que c'est important de faire ma part puis de livrer un peu son message aujourd'hui. Fait que, voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur du nombre de classes qui sont fermées? Là, il y avait des reportages qui parlaient à Montréal de à peu près 26. À Montréal, c'est 26. Puis après ça, ça se peut qu'il y en ait plus si on continue à avoir ces critères-là. On n'a pas les chiffres pour plus tard. Inquiète du fait que, parce que les profs nous disent qu'on leur demande de bonifier les notes de certains élèves. Il y a une certaine course à la diplomation, semble-t-il, dans certains centres de services scolaires. Est-ce que ça vous inquiète? Êtes-vous inquiète de la qualité des diplômes qu'on remet au secondaire? Il y a le tableau de bord du ministre. Hein? On regarde aussi le taux de décrochage qui est écrit dans son tableau de bord. Fait que est-ce qu'il y a une pression qui est mise sur la tête des centres de services scolaires, qui après ça percole jusqu'aux directions d'école puis aux profs pour changer? Oui, je suis très, très, très inquiète pour avoir des bons résultats, des bons tableaux de bord pour Bernard Drainville, pour que lui ait une bonne note. On est en train peut-être de changer la réussite. Puis ça, si vous avez des exemples là, à donner sur les notes que des fois, la magie de l'été, là, allez-y si vous voulez. Oui, viens. Ben, en fait, un exemple qu'on voit chez nous, c'est par exemple pour avoir accès à un cours d'été au secondaire en mathématiques, il faut 45 minimum. J'ai des élèves qui ont peut-être des fois 35 40 On m'envoie un petit courriel. Est-ce que tu pourrais mettre la note à 45 pour qu'il ait accès à un cours d'été? Et là, après, cet élève-là va en cours d'été, il obtient 70 alors qu'avec moi, il était à 40 La magie de l'été. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'aimerais beaucoup comprendre. Est-ce que ça arrive qu'une note
finale est à 55, 56, 57, puis qu'on vous dit, ben, Ça aussi. Ça aussi. Parce que quand la note est à 57, 58, ça ouvre la porte aux contestations de notes des parents. Ça, les directions d'école n'aiment pas ça. Alors ça aussi, des fois, on reçoit des petits courriels pour nous dire, est-ce que tu peux mettre vraiment l'élève en échec, 55, 54, ou est-ce que tu peux le faire passer? De qui ça vient, ces courriels-là? Des directions d'école. Mais donc, ça vient pas du centre de service scolaire. C'est le directeur ou la directrice d'école qui envoie cette... Moi, j'ai reçu des courriels en ce sens-là dans les dernières années, oui. Puis même chose pour le fait qui est dans le texte de Radio-Canada, là, que l'élève doit être en échec dans 2 des 3 matières principales. Ça, est-ce que c'est une directive du CSSDM ou c'est des directives locales envoyées par des directeurs? À ma connaissance, je ne sais pas, mais Je pense que c'est local. C'est local, je pense que c'est code 10. local. C'est seulement à Montréal qu'on a ça. En fait, c'est une directive locale dans notre convention collective. C'est pas ça. Quand on définit la classe CPF, il n'y a jamais question de cette code-là 10 qui est les élèves. Donc, c'est au centre de service qui ont décidé d'ajouter cet élément-là. C'est local au centre de service, dans le sens Oui. que c'est comme ça dans toutes les écoles du CSSDM. Oui, toutes les écoles. Donc, c'est local, Montréal, mais peut-être. Oui. Oui, bien sûr. Pour Je préciser. suis Catherine Beauvais-Saint-Pierre, je suis la présidente de l'Alliance des profs de Montréal. Puis je suis enseignante aussi. Donc, le code 10 au Centre de service scolaire de Montréal, c'est un code de difficulté pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Et il y a des critères différents au primaire et au secondaire. Donc, ça fait partie des enjeux qui ont mené à ce que le centre de service décide que les élèves, comme Félix, par exemple, ne puissent plus avoir accès à ces classes-là. Donc ça, c'est un enjeu particulier. Du côté de qui donne les consignes, par exemple, pour les changements de résultats scolaires, bien évidemment que les gens qui s'adressent aux enseignants, ce sont leurs supérieurs immédiats, donc les directions d'établissement. Mais après, tout à l'heure, on parlait du tableau de bord. On sait que depuis les changements de loi et les pouvoirs que le ministre aussi s'est attribué, bien évidemment qu'il y a quelque chose que je qualifierais de malsain, puisque on sait que les directions générales des centres de services scolaires pourraient voir leur tête rouler si les centres de services ne sont pas gérés au goût du ministre. Donc, évidemment qu'il y a de la pression qui part d'en haut et qui descend jusqu'aux profs pour qu'il y ait une meilleure réussite sur papier, du moins, de ces élèves-là, qu'il y ait plus d'élèves qui soient diplômés. Après, bien, la question se pose de la qualité du diplôme avec lequel ces élèves-là sortent, puisque on est dans une gestion axée sur les résultats. Et malheureusement, bien, on n'est pas axé sur les élèves à ce moment-là. Vous dites que si moi, je suis inquiète. Moi, connaissant Bernard Drainville puis son caractère, je veux dire, il est inquiet quand il n'y a pas de butte de neige dans les cours d'école. Je peux pas croire qu'il n'est pas inquiet qu'on trafique des notes pour faire passer des élèves pour qu'ils aillent au régulier. Pour après ça, avoir besoin de moins de profs. Tout d'un coup, on règle par magie la pénurie puis aussi que ça coûte moins cher. Ça se peut pas. Moi, je suis convaincue, connaissant Bernard Drainville, qu'il va vouloir investiguer puis agir pour dire que ça n'a pas de bon sens. Connaissant son côté là, très, très réactif. Tantôt, je vais utiliser mes 5 précieuses minutes. Sur 2 heures, je n'ai que 5 minutes pour poser des questions uniquement là-dessus. Donc, s'il a entendu, il va pouvoir aussi me répondre. vous attendez à quoi de sa part qui envoie une directive pour dire on arrête ça? On arrête ça. En fait, la pétition, ce qu'elle demande, puis moi, je l'appuie, c'est moratoire. On arrête ça là. On va après ça regarder, est-ce qu'il y a quelque chose à réviser dans le modèle de quand est-ce qu'on ouvre une classe de CPF? Quand est-ce qu'on met un enfant dans une classe CPF versus régulière? Absolument. Discutons-en tout le monde ensemble. Bonifions ça s'il y a matière à bonifier, mais de grâce, n'allons pas mettre en échec encore plus des élèves sur la base de chiffres qui ne sont pas tout à fait non plus justes avec la réalité. Fermeture des classes ou sur le type de directive qui est envoyée ou sur les deux? Moratoire sur les critères qui disent, c'est-à-dire moratoire sur le fait de dire on ferme des classes, on ouvre, moratoire sur la fermeture des classes. Puis, Gabrielle? C'est Gabrielle? Non. C'est ça. Chouka. Chouka, mon Dieu. Tantôt, vous disiez, puis Ismaël, je m'en rappelle, vous disiez un élève peut choisir, en tout cas, pour certains élèves, le choix, ça va être de rester en adaptation scolaire. Pour un autre, ça va être d'aller au régulier, mais avec des ressources.
pour vous, la solution, est-ce qu'elle est dans les deux, en fait, qu'on les garde, les classes, mais aussi qu'on bonifie l'aide dans les classes régulières? Bien, évidemment, là, on demande, ça fait longtemps là, qu'on bonifie les classes, c'est pour ça qu'on est sorti, mais aussi, on aimerait ça un comité pour réfléchir les critères, tu sais, donc de redonner ce pouvoir-là aussi aux enseignants qui connaissent les élèves, aux orthopédagogues qui ont travaillé avec eux. Bien, cet élève-là, pour différentes raisons, parce que oui, il y a les notes, mais il y a aussi tout l'enfant, tout ce qu'il peut vivre, des troubles d'anxiété, où on en parle quand même de plus en plus. C'est quand même des situations où ces élèves-là se retrouver dans une petite classe à petit ratio, c'est bien moins effrayant que se retrouver dans une grosse classe au régulier, sans service, avec des compositions de classe qui peuvent frôler facilement les 50 de plans d'intervention puis d'élèves en difficulté déjà. Là. Donc, cet ajout-là, c'est épeurant là, dans le système. On le vit présentement, puis ça va pas si bien que ça. Là. Faire le choix vous-même. Ben non, exactement. Maintenant, s'imposer, c'est une lecture de notes, puis c'est tout, tu sais, mais c'est ça qui ne fonctionne pas. Oui. C'est maintenant le seul critère. C'est pour ça les fermetures, ils disent on ne ferme pas, mais ce resserrement-là des critères, puis c'est ça qu'on demande au ministre, en fait, c'est d'intervenir sur ce resserrement-là des critères pour imposer un moratoire là-dessus, parce que ça amène des fermetures, ce resserrement-là. C'est quoi le critère? Qu'est-ce qui va faire qu'un élève va être... Ça va être 35. 2 échecs? Échecs mathématiques et français. Non, pas 2 échecs. Ils peuvent avoir d'autres échecs, mais mathématiques, français, puis réussite, c'est 60 là. Donc, un élève qu'on a mis 60 pour donner confiance, pour lui dire de continuer de persévérer, parce que la motivation scolaire aussi est un enjeu en classe ordinaire. Là. Donc, cet élève-là, à cause de ça, il ne pourra plus, même s'il y a 30 dans 2, 3 autres matières. Là. Mais c'est mathématiques, français, mais c'est aussi anglais. Non, mathématiques, français seulement. En fait, je pense que c'est pas la même chose selon les centres de services scolaires. Là, ici, c'est le centre de services de Montréal. Donc, c'est SDM, je m'excuse, Oui, c'est juste juste pour peut-être qu'on préciser comprenne bien. bien. Oui, absolument, centre de services. Veux-tu que je te donne le... Oui, vas-y. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Marie Contant, je suis vice-présidente à l'Alliance responsable du HDA, fait que j'appuie mes collègues là-dedans. Donc, au primaire, dans le fond, le critère pour avoir accès au code de difficulté d'apprentissage, c'est échec dans français ou maths. Puis quand on passe au secondaire, ça devient français et maths. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'élèves qui, soudainement, n'ont plus du tout besoin de service, n'ont plus de difficultés d'apprentissage selon les codes comptables et donc n'ont plus accès au CAS CPF. Merci. Si je peux me permettre, c'est exactement le cas de mon garçon. Il faut venir au micro. Oui, les gros mots, désolé. En anglais, en plus. Donc, juste pour clarifier, c'est exactement le cas de Félix. C'est qu'il y avait 62, là, je vais de mémoire, puis je suis un peu énervé, là, mais genre 62 en mathématiques, 55 en français. Il y a eu accès aux classes CPF en secondaire 1, mais selon les critères qui veulent resserrer, il n'y a plus accès. Puis je peux pas imaginer qu'il serait là où il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu accès à ces CPF-là. C'était un enseignant, ça a été déterminé par l'équipe école ou l'enseignant? En sixième année, En sixième année. Oui, c'est eux qui font la recommandation. Puis à partir du moment où il y a le financement puis les directives concordent au secondaire, bien, il octroie il donne suite à cette recommandation-là, je présume. Mais, Et c'est ça qui va disparaître en resserrant les règles de façon très, très comptable. Madame Gazard, Oui. quand vous êtes, nos collègues à Montréal aimeraient vous entendre sur les stations de métro. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, est-ce qu'avant vous, M. Berbu a demandé à Mme Guilbeault d'aller rencontrer la SDM? Oui, en fait, c'est ce que j'ai mentionné au début, c'est-à-dire que Gabriel Nadeau-Dubois et Alexandre Leduc sont peut-être maintenant en ce moment là présents dans les stations de métro pour constater ce qui se passe. Puis il y a aussi mon collègue Étienne Grandmont qui a interpellé la ministre, parce que la ministre était là pour annoncer, Geneviève Guilbeault annoncer fièrement ce qui se passe avec la ligne bleue. Puis finalement, elle a tout annulé à cause de l'arrêt. Bien, elle aurait dû rester, puis parler avec les intervenants, puis montrer qu'elle est inquiète, puis comment est-ce qu'elle va corriger la situation. Parce que moi, je me mets à la place des gens qui prennent le métro. Moi, je prends très, très souvent le métro, là. C'est mon moyen de transport. Je peux pas imaginer après ça les gens qui ont des engagements, qui doivent aller travailler. Comment est-ce qu'ils vont vivre? C'est quoi? Ils vont prendre leur auto? Ils vont s'acheter une auto? C'est très préoccupant. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Alexandre Leduc, Gabriel Nadeau-Dubois s'adresse aux médias, donc suivez ça. On va suivre ça de très, très, très près.
Montrealers be worried about the state of the metro, taking the metro, because given what's happened? Yes, Montrealers and everybody should be worried about what's happening in the metro of Montreal. It has an impact in Montreal, but also for all Quebec. The metro is like the heart of the city and of Quebec. So that's why Alexandre Leduc and Gabriel Nadeau-Dubois are already on the station to see what's happening, to speak with the people who are trying to fix the situation, and to also talk to the government of Quebec to do something about it. It's important to invest in our public transportations. Quebec Solidaire is always telling that we don't invest enough. The government of the CAQ, they don't invest enough in the metro. So right now, it's the people who are paying the price of what's happening now. Mr. Bérubé wants Mme Guilbeault to go visit the stations and talk to the people there. Madame Guilbeault is the Minister of the Transportation. She should be with the people, talking, visiting the place, understanding what the STM need as help to fix this problem, this situation. Yes. Merci. Merci.